Yo, bienvenue sur Bourrine, la chaîne où on parle des musiques actuelles qui bourrinent. Aujourd'hui, on va parler de paillettes, de boules à facettes et de fièvre du samedi soir. Bref, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, on va parler de disco. Hein, quoi? J'aurais pu faire une blague sur le coronavirus et la fièvre du samedi soir? Ouais, mais en fait non. Bah parce que c'est éclaté. Alors t'as cru que j'écrivais des sketchs pour Kev Adams ou des chansons pour Renaud? Coronavirus. Si vous avez suivi un peu l'actualité musicale de 2020, vous n'avez pas pu passer à côté d'au moins un de ces 4 albums. Rogin Machine de Rogin Murphy, What's Your Pleasure de Jessie Ware, Future Nostalgia de Dua Lipa ou Disco de Kylie Minogue. Leur point commun, mis à part qu'ils ont tous été faits par des meufs hyper badass, c'est qu'ils présentent tous une très forte influence disco. Alors 2020, année de renaissance du disco? Non mais ça y va les généralisations à 2 balles. 4 albums et t'appelles ça une renaissance? Non mais c'est pas parce que j'ai vu 4 fois des mecs porter des sarouels en 2020 que Trio et Sinsemilia sont revenus à la mode. On vous souhaite tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde, tout le bonheur du monde. Bon, j'avoue, je me suis peut-être un peu enflammé. En faisant une recherche filtrée sur le site internet Rate Your Music, qui est une base de données musicales de référence, on trouve un total de 34 albums catégorisés comme disco ou un sous-genre affilié du disco sortis en 2020. C'est un total à peu près similaire aux précédentes années, et largement inférieur aux quelques 200 albums catégorisés disco qui sont sortis durant la seule année 1979 par exemple. Mais toujours est-il que cela faisait un bon bout de temps qu'on n'avait pas eu autant d'albums, fût-il seulement 4, qui ont atteint ce niveau de succès critique et commercial. Alors, cette volonté de remettre au goût du jour l'esthétique rétro des années 70 et 80 n'est pas nouvelle, on a eu pas mal d'exemples récemment. Mais pour bien comprendre d'où vient ce regain d'intérêt pour le disco en particulier, il convient de revenir un peu en arrière. Le disco est un genre musical né durant les années 70 dans les dance clubs américains puis européens. Il tire son inspiration de musique noire comme le funk et la soul, en y ajoutant un côté pop et une dimension très dansante, taillée pour le club. Initialement, ce courant musical trouve écho auprès des populations immigrées et de la communauté LGBT américaine, en réaction à l'hégémonie du rock de cette époque au public beaucoup plus blanc et hétéro. Boring. Ah bah les gars, j'y peux rien, En Occident, c'est les gays et les noirs qui ont quasiment tout inventé en musique moderne, C'est comme ça. Voilà. Bref, le disco connut un essor retentissant à la fin des années 70, aidé notamment par la sortie du film Saturday Night Fever avec John Travolta en 1977. On entendait du disco partout, à la radio, dans les clubs, dans les maisons, et ça, ça n'a pas trop plu aux blancs hétéros fans de rock. Alors, je caricature un peu, mais en gros, une partie très boring de l'Amérique n'a pas seulement snobé le disco en attendant que ça se passe comme pour toutes les modes, non. Elle lui a ouvertement déclaré la guerre. Le culminement de cette croisade anti-disco eut lieu le 12 juillet 1979 lors de la Disco Demolition Night. Le DJ Steve Dahl avait appelé les habitants de Chicago à se rassembler au stade des White Sox avant un match de baseball, et a amené avec eux tous les disques de disco qu'ils avaient en leur possession. Pourquoi faire? Pour les rassembler dans des bennes et les brûler. Tiens, brûler des choses pour essayer d'en effacer l'importance culturelle et sociale. Ça ne vous rappelle rien? Pour l'horreur, quasiment le nazisme. Résultat, plus de 50 000 personnes rassemblées dans un stade plein à craquer, des milliers de disques brûlés et une invasion de terrain par les spectateurs qui a nécessité l'intervention de la police. Bien que l'organisateur Steve Dahl se défende de toute intention raciste ou homophobe, il y a fort à parier que cette haine du disco trouve ses racines dans la fracture sociale et raciale encore vive dans une Amérique venant à peine de signer 15 ans auparavant le Civil Rights Act qui rendait illégale la ségrégation raciale. La Disco Demolition Night marqua le début de la mort du disco.
qui disparut quelques mois plus tard des charts et connut un rapide déclin. Le cadavre encore chaud du disco servit toutefois à l'émergence de la house music. Mais ceci est une autre histoire. Relégué aux oubliettes, le disco continua toutefois de fasciner un cercle de passionnés et de diggers fidèles dont la passion a pris une nouvelle dimension avec l'arrivée d'Internet. Plus besoin de passer des heures à chercher d'obscurs disques oubliés chez son disquaire et claquer un quart de SMIC pour se les procurer. Soudainement, tout ce patrimoine disco devint accessible à tous en un clic. Parallèlement à ça, la manière de faire de la musique elle est également beaucoup évoluée. Il était devenu possible de quasiment tout faire avec un synthé et un ordinateur. Une nouvelle vague de musiciens allait notamment pouvoir profiter des possibilités infinies offertes par le sampling, c'est-à-dire l'incorporation d'un ou plusieurs extraits de morceaux pour en faire une œuvre totalement différente. Synthwave, future funk, vaporwave, French house. Tous ces genres musicaux de la nouvelle génération ont pour point commun de tirer leurs influences et leurs samples en grande partie de la musique des années 70 et 80, dont le disco. Ah là là, c'est pas merveilleux Internet quand même. Ok, boomer. De nombreux artistes ont depuis assuré la liaison entre cette scène underground et le mainstream. Et aujourd'hui, nous sommes habitués à entendre partout autour de nous de la musique qui rend hommage à cette esthétique 70s et 80s. On parle d'ailleurs de New Disco pour caractériser cette forme de musique aux influences disco qui est redevenue populaire depuis le début des années 2000. Tout ça pour dire que, si on considère l'histoire tourmentée du disco que je viens de vous raconter, eh bien, l'émergence de 4 albums de nu disco qui cartonnent en 2020, c'est pas vraiment surprenant. Ça n'en reste pas moins 4 albums très intéressants à analyser parce que, d'une part, ce sont de bons albums de new disco, et d'autre part, parce qu'ils sont sortis en 2020. Et c'est quand même incroyable d'ironie que des albums aussi dansants soient sortis quand tous les clubs du monde entier ont fermé. Mais bon, c'est la vie. Et on va se consoler comme on peut en analysant ces 4 albums et en vous partageant ma playlist Disco Fever 2020 qui contient les meilleurs morceaux issus de ces albums, mais également toutes les autres pépites disco qui sont sorties en 2020. Et elles sont nombreuses. Je vous mets le lien dans la description. C'est comme ça qu'ils font les youtubeurs, hein. C'est comme ça. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet et plongeons-nous dans les albums de ces 4 cavalières du discocalypse. Ah, c'est nul comme jeu de mots, putain. Cringe. Des 4 albums, celui-ci est incontestablement le plus populaire. Pour resituer le contexte, Dua Lipa est une artiste britannique qui avait connu un succès planétaire en 2017 avec ses singles New Rules et One Kiss. Malgré ce succès, Dua Lipa n'avait pas encore trouvé sa voix. Il lui manquait une véritable identité artistique qui la sépare des autres pop stars. De plus, ses prestations live ne faisaient pas vraiment l'unanimité, et Dua était fréquemment raillée sur internet pour son inhabilité à danser correctement. Et c'est vrai qu'au vu des images, ça fait très white people trying to dance quoi. Mais la Britannique a des tripes, et va mettre les bouchées doubles pour montrer au monde entier qu'elle a de quoi s'installer au sommet. Tout d'abord en prenant des cours de danse intensifs parce que c'était chaud quand même, mais également en décidant de sortir de sa zone de confort musical. Inspirée par des artistes comme Gwen Stefani ou Madonna, Dua Lipa voulait garder l'orientation pop très moderne de son précédent album, tout en y incorporant des sonorités disco en hommage à ses idoles. Faire du neuf avec du vieux, l'histoire de la musique populaire. Les premiers singles, Don't Start Now et Physical, furent des cartons monumentaux. Les prestations live en promotion sur les plateaux de télé faisaient taire toutes les bouches, les dates de sa tournée mondiale se remplissaient à vitesse grand V, bref, rien ne semblait pouvoir arrêter l'ascension de Dua Lipa et de son album Future Nostalgia dont la sortie était prévue en avril 2020. Puis, la pandémie. Le SUM. Hein, quoi ? J'aurais pu faire une blague sur les Belges ? Ah ouais, le SUM, les Belges, ouais, tout ça, ouais. Ouais, mais en fait, non. Parce qu'on n'est plus en 2018, mon gars. À ce premier coup de SUM va s'ajouter malheureusement un deuxième coup de massue avec la fuite de l'album sur internet. Lors d'un live sur Insta, elle annonce en larmes que la sortie de son album sera finalement avancée au 27 mars 2020. Alors, qu'on soit clair, s'il est évident que l'ascension de Dua Lipa ait pris un coup de frein et qu'elle avait de bonnes raisons d'avoir la haine, en regardant dans le rétroviseur de 2020, Future Nostalgia reste tout de même un temps fort de l'année. Parce que ça a été la même galère pour tout le monde en fait.
Pour beaucoup de gens, Future Nostalgia a été la bande-son du confinement, l'album pour s'ambiancer sur son dance floor solitaire et vaincre l'ennui par la danse. Non mais regardez-moi ça, c'est pas magnifique ces gens qui s'ambiancent sur leur balcon? Son titre, Future Nostalgia, annonçait déjà la couleur, un mélange d'influences 80s et 70s avec une production se voulant futuriste. La multitude de compositeurs et de producteurs ayant participé à l'album témoigne d'ailleurs de la modernité de la production de la musique. On invite plein de gens au talent et à l'approche différents et on les fait travailler ensemble pour créer des hits à la chaîne. Et c'est peut-être le principal reproche que j'ai à faire à cet album. C'est un peu trop un album à single pour moi. Alors, j'adore Physical et sa progression épique. Don't Start Now est un banger indiscutable. Là, quand Dua Lipa arrive avec sa voix froide et autoritaire sur le refrain, avec cette ligne de basse, mais ça, quel plaisir! Ça, quel plaisir! Il y a donc des excellents morceaux qui côtoient malheureusement des titres beaucoup plus anecdotiques, voire mauvais. Je déteste vraiment Good in Bed et son refrain ridicule, on dirait une chèvre qui suffoque. I know it's really J'arrive pas à écouter Love Again sans entendre un sample accéléré de la marche impériale dans Star Wars. Et je trouve que Boys Will Be Boys en fait des tonnes avec ses tambours militaires, ses chœurs d'enfants, ses violons de partout, alors que c'est un morceau de clôture d'un album de disco en fait. Mais malgré ces quelques titres qui font défaut, Future Nostalgia reste une écoute indispensable de 2020 selon moi. On attend d'ailleurs avec impatience la version Deluxe qui devrait contenir des collaborations avec Pharrell Williams, Miley Cyrus, Ariana Grande, Normani. Rien que ça. Hein? J'ai oublié de parler de la réédition club de l'album? Ah ouais mais non, j'ai pas envie d'en parler. Non. Ciao. On ne présente plus la légende australienne de la pop, Kylie Minogue. Plus de 70 millions de disques vendus dans le monde, des hits comme Can't Get You Out of My Head, In Your Eyes, Love at First Sight, et maintenant, un 15e album studio. Voilà quoi, les hommes mentent mais pas les chiffres. Des 4 albums, il s'agit à mon sens de celui qui est le plus proche du disco traditionnel, d'où le titre, Disco. Kylie se contente de réutiliser une vieille recette bien connue de tous, mais qui marche. C'est super dansant, il y a des boules à facettes qui brillent à chaque refrain, toutes les paroles parlent soit d'amour, soit d'un dance floor, soit du DJ, bref, plus pop tu meurs. On pourra reprocher à cet album son manque de variété et son approche très unidimensionnelle. Mais c'est ce qui fait également sa force. En effet, on peut pas dire que ce soit très recherché au niveau de la production, très riche au niveau de la texture instrumentale ou de la technique du chant, mais ça reste super efficace. Si vous accrochez au premier morceau, il y a de grandes chances que tout l'album vous fasse kiffer. Des 4 albums, Rockin' Machine est probablement le plus sexy. Faut dire que l'artiste irlandaise Roisin Murphy n'en est pas à son coup d'essai. Ça fait maintenant 26 ans qu'elle fait de la musique, et cet album est son projet le plus orienté disco. Toutefois, ce n'est pas du disco traditionnel au sens joyeux et dansant comme pour Kylie ou Dua Lipa. Non, ici l'ambiance c'est plus moite. Si on ferme les yeux en écoutant cet album, on peut imaginer des corps transpirants qui se frottent les uns aux autres sur un dance floor faiblement illuminé, au rythme lent et saccadé des stroboscopes. Ne vous attendez pas à du Four on the Floor avec une grosse ligne de basse et des mélodies entêtantes. Non, le but ici est de donner du temps et de l'espace pour construire cette ambiance de club très intimiste, au groove délicat et sensuel. Les morceaux sont longs et se suivent les uns aux autres sans s'interrompre, ce qui montre que ce projet a vraiment été pensé dans un format club. La présence de chœurs sur ces mélodies lentes et mélancoliques donne même par moments un côté incantatoire à la musique de Roisin Murphy, comme si nous assistions à un rituel sacré qui aurait lieu sur le dance floor. Et je dois dire que ces moments sont particulièrement saisissants et contribuent à donner à ce projet une ambiance unique. Mais c'est le projet auquel j'adhère le moins de ces 4 albums.
Je trouve que les morceaux s'éternisent trop souvent en lente montée interminable. Les paroles scandées par Roger Murphy perdent de petit à petit en puissance et forcément va y avoir un moment où je vais sortir du mood en fait. L'album ne décolle réellement que pour la dernière chanson, Jealousy, qui est de loin ma préférée. Mais c'est 50 minutes après le début de l'écoute, c'est beaucoup trop long. En d'autres mots, même si le club auquel nous invite Roger Murphy transpire le cool et le branché, bah je m'y ferai quand même un peu chier. Bah je m'y ferai quand même un peu chier. Bah je m'y ferai quand même un peu chier. Bah je m'y ferai quand même un peu chier. Bah je m'y ferai quand même un peu chier. Des 4 albums, celui-ci est non seulement le plus élégant, mais également mon préféré. Tout simplement. Dans son 4e album What's Your Pleasure, Jessie Ware mêle sa délicatesse habituelle aux rythmes endiablés du disco avec une production aux petits minuscules oignons. Oignon, couteau, coupe, comme ça. Enregistré au célébrissime studio Abbey Road à Londres, What's Your Pleasure fait figurer un ensemble de violons, violoncelles et cuivres qui va donner du relief et une profondeur rare au son de ce disque. On va pas se mentir, d'habitude la disco c'est assez bourrin, hein. Une guitare funky, une basse qui slappe, un violon qui va et vient, et c'est parti. Tandis que là, on a une partie instrumentale beaucoup plus riche, plus élégante, tout en finesse. Et c'est cette finesse instrumentale extraordinaire qui me frappe et me met une claque à chaque écoute. J'ai l'impression que mes oreilles surfent sur une espèce de poudreuse immaculée un beau matin d'hiver, transportée par un ensemble orchestral exquis et la voix douce et réconfortante de Jessie Ware. J'ai jamais entendu de disco aussi classe et sophistiqué. Avec What's Your Pleasure, Jessie Ware a réussi à amener du raffinement et de l'élégance à la chaleur habituelle du disco, sans jamais être prétentieux ni snob. Et je suis loin d'être le seul à avoir succombé au charme de cet album qui figure d'ores et déjà dans un bon nombre de tops de fin d'année et s'impose ainsi comme une écoute indispensable de 2020. Et voilà pour les 4 plus gros projets de New Disco de 2020. Toutefois, ce sont loin d'être les seuls projets à être sortis dans la catégorie disco et assimilé, et je vous invite à consulter la playlist que je vous ai préparée dans la description pour profiter des meilleurs morceaux disco de 2020. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller écouter tous ces merveilleux albums qui m'ont personnellement apporté beaucoup de joie et de réconfort en 2020. Et Dieu sait qu'on en avait besoin. N'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les prochaines vidéos qui devraient arriver très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!